J'ai toujours essayé de chercher la spécificité de chaque art. Et donc en réalité, j'ai l'impression que même si je suis baigné dans un monde d'images, j'essaye quand j'écris de trouver quelque chose d'essentiellement littéraire, de spécifiquement littéraire. Mais je précise tout de suite que être littéraire, c'est possible aussi, même si on est littéraire, d'être visuel. Et je ferai la distinction, et je m'arrêterai là un peu pour que c'est traduit, je ferai la distinction entre le visuel et le cinématographique. Je ne pense pas que j'ai une écriture cinématographique, parce que les outils, ce sont les mots. Ce n'est pas la pellicule, ce n'est pas les costumes, ce n'est pas les comédies. Les outils, ce sont les mots. Et donc j'essaye de créer des images avec les mots. Et ça, je pense que c'est essentiellement littéraire. Mais il est vrai que, comme écrivain, je suis assez obsédé par l'image, que j'aimerais bien que les images que je crée, je les transmette aux gens qui me lisent. Buenas noches. Bueno, sí, es verdadero que toda mi generación creo está muy permeada por las imágenes, es imposible escaparse de las imágenes, pero en mi práctica como escritor también se intercala mi práctica como cineasta y como fotógrafo. Pero lo que yo quería decir es que hay algo de la especificidad que tiene cada arte, ¿no? E incluso si yo estoy bañado de imágenes en mi mundo, hay algo de lo específicamente literario. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a aclarar aquí. Ser literario es también es posible ser visual siendo literario, ¿no? Y ahí hago una diferencia entre lo visual y lo cinematográfico. Quiero decir, yo no tengo herramientas, no uso cuando escribo herramientas cinematográficas, sino que mi herramienta son las palabras, no una película, no un vestuario en una locación. Entonces, eso es lo que yo hago, describir imágenes con palabras de forma literaria. Y quiero decir que casi estoy como escritor obsesionado con las imágenes. Quiero transformar esas imágenes en palabras. Donc en réalité, depuis longtemps, depuis que j'ai commencé, j'ai l'impression d'avoir toujours fait des images, mais de différentes manières. Je fais des images avec des mots, ce qui est littéraire. Mes romans sont toujours fondés, à mon avis, sur les visuels, sur les images. J'ai fait des images au cinéma, avec de la pellicule, avec des comédiens, avec de la lumière. Et puis, j'ai fait aussi des images photographiques. Et chacune de ces images a évidemment une spécificité, mais il y a quand même quelque chose qui, finalement, court tout au long du travail. Bueno, esto creo que es algo que vale desde que comencé a hacer esto, siempre trabajé con imágenes y en este sentido con las palabras hago literatura, pero con las otras artes con las que trabajo también hago algo visual. Con el cine uso la película, los actores, la luz. Con la fotografía también genero imágenes, cada una con sus materiales específicos, pero creo que hay algo que atraviesa todos mis trabajos. Aprovecho para agradecer mucho. Protéger si la porte est fermée. Et ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, encore plus importante, c'est la protection symbolique, qui vient parce qu'on se trouve en réalité à l'intérieur du livre qu'on est en train de lire. L'esprit de l'écrivain se trouve à l'intérieur du livre qu'il est en train d'écrire. Et c'est une protection contre le monde extérieur et contre les menaces du monde extérieur. Et la meilleure protection, en fait, du savoir contre les dangers de la vie, contre la mort, c'est d'être à l'intérieur de son livre. Et être à l'intérieur de son livre, c'est mental. L'esprit est protégé parce qu'il est à l'intérieur du livre et le corps est protégé parce qu'il est à l'intérieur. Et ça, je l'ai expérimenté de façon extrêmement physique, je dirais, concrète, au moment de la pandémie, lorsque le monde extérieur était vraiment un danger. Kafka, par exemple, avait très peur du monde extérieur.
Mais c'était un peu une sorte de fantasme, en fait. Le monde extérieur n'était pas objectivement un danger. Mais moi, quand j'écrivais en 2020 à Bruxelles, le monde extérieur était véritablement un danger. Il y avait cette pandémie dehors. Moi, j'étais à l'intérieur de mon livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'échiquier pendant cette période de pandémie, et je me suis senti complètement protégé de ces menaces qui pouvaient être théoriques, mais en l'occurrence, c'était des menaces réelles de la pandémie. L'écriture, je considère aussi l'écriture aussi comme une protection, comme un refuge. Bueno, primero tenemos el escritorio, ¿no? Ese cuarto que si tenemos suerte se cierra la puerta, ¿verdad? Yo escribo justamente escribí un libro que se llama Mi escritorio. Y está ese aspecto de la protección física, pero también está el aspecto de una protección simbólica, porque uno está además adentro del libro, nuestra alma, nuestra mente está adentro del libro. Y eso nos protege contra el mundo exterior, las amenazas del mundo exterior, los peligros de la vida, incluso la muerte. O sea que mentalmente estamos dentro del libro, la mente está protegida, y si estamos en un escritorio, el cuerpo está protegido. Y yo lo viví esto físicamente muy notoriamente durante la pandemia. El mundo exterior era verdaderamente un peligro y yo estaba dentro protegido. Kafka tenía mucho miedo del mundo exterior, pero eran fantasmas suyos, no es que el mundo en ese momento era particularmente peligroso. Pero cuando yo estaba en Bruselas encerrado en mi escritorio escribiendo en 2020, el mundo exterior era realmente un peligro. Y yo escribí un libro en esa época llamado L'échiquier, y yo estaba protegido de todas esas amenazas. Y además ese libro vuelve como a la infancia, a la memoria, ¿no? Ese libro que escribió durante la pandemia, que es como una anomalía en su obra, no es tan común. Oui, alors c'est vrai que ce livre a été une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à écrire ce livre, mais personne ne s'attendait à la pandémie, je pense. Pendant cette pandémie, tout le monde nous parlait du monde d'après. C'était une expression qui courait beaucoup, le monde d'après. Et dans les journaux, par exemple, Le Monde, il y avait des suppléments, des gens qui s'interrogeaient comment sera le monde d'après. Moi, je me suis rendu compte, j'étais dans mon bureau en train d'écrire, je commençais à écrire, et finalement, ça m'était complètement égal le monde d'après. C'était pas du tout quelque chose auquel je pensais. Mais par contre, que cette pandémie avait fait surgir le monde d'avant. Et que c'était en permanence des images de mon enfance, des images de mon adolescence. Et j'ai compris, je me suis rendu compte finalement que le moment était venu de commencer peut-être une autobiographie. Et jamais j'avais pensé auparavant que j'allais un jour écrire mes mémoires. Je fais le matin, la nuit des temps, et tout ça, je vais écrire mes mémoires. Non, c'était écrit. Mais là, il y avait un peu comme... Je crois que chaque écrivain s'est posé la question de l'autobiographie. Et je reviens aux auteurs du nouveau roman, ces auteurs qui ne s'intéressent qu'à la forme, etc., étaient très contre l'autobiographie. Tu vois, ce n'était pas la littérature qu'on allait faire parce qu'il y avait certains abus de l'autobiographie qu'ils ne trouvaient pas intéressants, justement parce qu'ils privilégiaient la forme. Mais en même temps, ils ont tous été tentés par cela. Nathalie Sarraute avec un livre qui s'appelle Enfance, Alain Roguet avec un cycle romanesque de revocation. Je crois que la tentation est grande pour un écrivain, à partir d'un certain âge, de s'interroger sur l'autobiographie. Et j'ai imaginé une expression de tentation autobiographique. Je pense que la tentation autobiographique est toujours présente pour les écrivains, surtout à partir d'un certain âge. Et en raison des circonstances, à cause de la pandémie, j'ai cédé à la tentation. Bueno, ese libro también fue una sorpresa, ¿no? Para mí, y creo que la pandemia también fue una sorpresa, nadie se la esperaba, pero recuerdo que durante la pandemia todo el mundo hablaba del mundo después, el mundo que iba a venir, en los diarios, en los medios, se hablaba de cómo iba a ser el mundo después de la pandemia. Y yo en ese momento no pensaba para nada en eso. Para mí la pandemia me hizo volver mucho al mundo de antes, mis recuerdos de infancia, mi adolescencia.
Así que en ese momento me vino como este impulso de algo autobiográfico. No es que yo dije voy a escribir mis memorias, me voy a levantar la mañana, voy a lavar los dientes y voy a comenzar a contar mi vida. Y también pienso que cuando hablamos de los escritores de la nueva novela, que se preocupaban mucho por la forma, estaban en contra de la autobiografía, también porque hubo muchos abusos de ese género autobiográfico que no resultaban obras muy interesantes, pero creo que todos también cayeron en esa tentación, ¿no? Por ejemplo, Sarraud con su libro Enfance, bueno, hay una tentación, la pregunta por lo autobiográfico, que creo que a casi todos los escritores les llega en algún momento de su vida, generalmente con cierta edad. Bueno, yo en la pandemia cedí ante esa tentación. Bueno, ahora voy a pasar a otro núcleo problemático de las obras de los autores, que son los gestos o lo cotidiano, ¿no? En la obra, me parece, de los dos hay algo que está muy presente, una atención a los detalles, a los gestos, y por ejemplo pienso en La televisión, la novela de Jean-Philippe Toussaint, donde aparece el gesto de apagar la televisión, o de regar las plantas, o de limpiar los vidrios, pero ese mismo gesto que a todos los lectores nos podría resultar muy cercano, gestos en los que todos nos podemos reconocer, en la obra se reviste como de cierta extrañeza, ¿no? Por ejemplo, el que apaga la televisión, la apaga para siempre. El que riega las plantas, que es el mismo, en realidad el protagonista, lo que tiene que hacer es regar las plantas a partir de un pedido muy quisquilloso y puntilloso de unos vecinos que lo dejan al cuidado de las plantas, ¿no? O sea, esos detalles, eso mínimo, en lo que todos podemos reconocernos, se llena de una cierta extrañeza y nos enfrenta como a una distancia. Y pensaba lo mismo en la novela de la interlengua, ¿no? Más que quizás en tu primera novela, más en la segunda, pensaba que hay como... Plus largement, le quotidien m'intéresse particulièrement lorsqu'il est mis en rapport avec l'universel, le métaphysique. En fait, finalement, il y a un petit peu à l'œuvre, je dirais, on pourrait faire cette métaphore avec Pascal, Blaise Pascal, avec les deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et ce qui me plaît dans le roman, c'est de mélanger l'infiniment petit, le plus quotidien, le plus banal, le geste vraiment de tous les jours, avec des préoccupations philosophiques fondamentales, métaphysiques et universelles. C'est ce mélange-là qui m'intéresse et que j'ai essayé de développer, en particulier dans mes premiers romans. Et il se trouve que mes romans ont eu un énorme succès inattendu, en particulier au Japon. Et je comprends peut-être cela parce que dans l'art japonais, dans la peinture japonaise, il y a souvent cette attention à la fois au plus insignifiant, au banal, au quotidien, et en même temps une dimension beaucoup plus universelle. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très porteur, et que j'ai continué quand même à développer dans mes... Bueno, es verdad que en mi primera novela yo caí un poco en la tentación de esto de lo cotidiano. ¿Y por qué me interesa lo cotidiano? Por un lado, me interesa la banalidad. Y por otro lado, lo que dije en mi tercera novela, que se llama La cámara de fotos, lo no interesante. Yo cuando tenía 30 años escribía y me parecía que era provocador también hablar de todo lo que era no interesante. Pero lo que no era interesante, lo que era poco interesante, en relación con lo universal o con lo metafísico, con algo más grande. Y aquí quiero hablar de Pascal, ¿no? Porque él hablaba de lo infinitamente, sea pequeño o grande, algo infinito, lo pequeño puede ser un gesto, lo grande son preguntas quizás más filosóficas, universales, metafísicas, perdón. Entonces, mi primera novela, además, tuvo un éxito impensado en Japón, y pienso que no es ilógico, porque el arte japonés, especialmente la pintura, pone la atención a la vez en las cosas insignificantes y en cosas más grandes y universales. Y bueno, yo desarrollé este gusto por esta combinación de estos dos elementos y continué en mi carrera con este interés. Encore un mot, dans la peinture asiatique, la peinture chinoise par exemple, il y a toujours aussi une attention à la saison. Il y a toujours une notation d'un rayon de soleil, un peu de rosée, de la brume, quelque chose qui
touche à la saison. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien poursuivi. Quand j'ai arrêté de m'intéresser à l'inintéressant et que j'ai commencé à m'intéresser à la beauté, aux choses comme ça, j'ai cherché dans mes romans, notamment dans les diatribes du cycle de Marie, où je raconte plus une histoire, où il y a plus un personnage, où je recherche plus quelque chose de poétique, où je recherche peut-être plus quelque chose de la beauté. Il y a une attention très permanente à la saison. Para agregar también algo que viene relacionado con la pintura asiática, especialmente en la pintura china, siempre hay una marca de las estaciones, sea un rayo de sol, una bruma, una niebla. Las estaciones son algo que está bien presente y esto es algo que yo también seguí después de haber dejado quizás un poco lo no interesante de lado y me empecé a interesar más por la belleza con el ciclo de las 4 novelas de María. Me interesé más en un personaje y en la belleza. A mí me encantan los detalles, me encantan las cosas chicas que más